Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André-Sylvain Latour, bonjour. Alors, je vais commencer en sortant mes petits pompons de cheerleader et de crier « Félix, En fait, Félix! » tu nous fais une rafale sportive pour commencer ce 24 minutes, si je comprends écoute, sincèrement, on oscille entre les extrêmement bonnes nouvelles et les controverses bien sûr. qui n'en finissent plus. Si vous ne vous êtes pas connecté sur Twitter dans la dernière heure, ne le faites pas. Vous écoutez André-Sylvain Latour, il va vous dire. On va en parler ensemble. D'abord, Félix Auger-Aliassime passe en demi-finale du simple masculin. Bravo. Absolument. C'est le premier tenniswoman, joueuse de tennis, qui réussit cet exploit-là. Il a défait le Norvégien Casper Ruud en 3 manches de 6-4, 6-7 et 6-3. Qui est très bien classé, Casper Ruud. Il est 9e mondial. Là. C'est quand même impressionnant. Je crois que j'ai lu 6e tête de série, oui, mais en tout cas. Tête mais de 9e série, mondial. 9e mondial, c'est tête de série, c'est sûr, dans le tournoi. Là. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, Félix Auger-Aliassime, lui, est 19e au monde. Mondial, c'est ça. Donc, il vient de battre la... Oui, quelqu'un de bien en avant. Rendu dans les top 20, honnêtement, c'est tous des joueurs exceptionnels. Mais oui, effectivement, c'est une belle victoire pour lui. Bravo. Puis là, donc, il s'en va en quart de finale. Non, il s'en va en demi-finale. Demi-finale, donc il est dans le 4 de la fin. Là, oui, il est dans le carré d'as à la fin. Donc, écoute, il s'en va combattre, si je peux dire, Carlos Alcaraz. C'est un Espagnol. Oui, Alcaraz qui a battu Nadal en finale de... Oui, c'est un excellent joueur. C'est le 3e joueur mondial. À Roland-Garros, c'est ça. Donc, merci la régie de nous chuchoter les réponses. Non, Alcaraz, c'est un très grand joueur de tennis. Là, donc, ça va être un match sûrement captivant. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, Félix et Alcaraz, se sont affrontés déjà 6 fois. Okay. Ça va être le 7e affrontement. Chacun a 3 victoires. Ah, intéressant. Alors, la 7e va vraiment non seulement les départager, mais avoir une grosse Et là, donc, incidence. s'il gagne le prochain match, il est certain d'avoir une médaille. Il est assuré d'avoir une médaille. S'il perd, j'imagine qu'il y a comme un match, entre guillemets, de consolation avec le perdant de l'autre. Faudrait voir, mais ça je présume que ça doit être quelque chose comme ça. Les deux perdants du carré d'as doivent s'affronter pour le bronze, j'imagine. Probablement. L'autre carré d'as, de l'autre côté, un Italien, Lorenzo Musetti, et, attention, le Serbe Novak Djokovic. Oui, ben oui. Donc, je sais pas si l'or on peut dire que l'or est acquise. Ah, écoute, moi, Alcaraz, écoute, je souhaite bonne chance à Félix Auger-Aliassime. S'il sera en finale, je vais sortir mes fanions, moi aussi. N'en déplaise là, à notre ami André Pratt. Mais bref, je pense qu'il y a des chances non nulles qu'on se retrouve en finale. Mais Alcaraz contre Djokovic, ça serait aussi un excellent match pour la finale. Donc, en tout cas, je suis ravi de savoir là, que ce sont d'excellents joueurs en finale. Un bon spectacle. Je bifurque sur une médaille d'or encore pour Summer McIntosh aux 200 mètres papillon, une nage que je suis incapable de faire. Ah ouais, pourquoi? Je comprends pas tant la physique. Je pense que faudrait peut-être qu'on me l'explique mieux. Mais tu te déboîtes comme les épaules pour avancer? Ou... Non. Là, mais tu vois, c'est ça. Peut-être tu jumps là, un peu là, dans l'eau, là, mais c'est... Écoute, considère que dans ma piscine de 15 pieds de diamètre, je peux le faire comme un papillon, puis je suis arrivé à l'autre bout, là, mais... Sans toucher dans le fond. Voilà. Considérant que je coulais comme une roche il y a à peu près 5 ans. Avant ton départ en vacances, tu m'as fait un bout sur tenir son souffle, puis tu m'as complexé, André-Sylvain Latour. Désolé. Tu t'as dit 30 secondes, tout le monde est capable de faire ça. Je suis incapable de tenir mon souffle 30 secondes sous l'eau. Je fais 15, 18, 20 quand je suis comme bord d'étouffer. Puis là, j'ai peur de finir comme le monsieur que tu m'avais montré à l'écran, là, qui était comme... lui, ça faisait une demi-heure qu'il était là, je pense. Mais, ça faisait plusieurs minutes. Je fais pas de 30 secondes. À un moment donné, c'est que le cerveau arrête tout simplement de dire à l'organisme qu'il faut qu'il respire. Donc, tu tombes en hypoxie, je crois. Hypoxie. Bref, je ne sais pas faire 30 secondes. Peut-être qu'à la fin de l'été, il faudrait que tu te calmes, peut-être. C'est ça le truc de départ. Calm is my middle name. Je reviens rapidement à Summer McIntosh. Une autre médaille d'or. Écoute, comme je te le disais, en papillon.
tout augure vraiment, vraiment très bien pour elle. Écoute, elle est devenue à 17 ans la première athlète en natation du pays à gagner 3 médailles individuelles dans les mêmes Olympiades. Là, il lui reste une épreuve, le 400 mètres 4 nages. Excuse-moi, elle a déjà gagné ça. Il lui reste le relais, le 4 fois 200... Mon Dieu Seigneur, je suis perdu dans mes notes. Il lui reste un relais avec trois autres nageuses canadiennes. Et si elle remporte l'or à ce moment-là, elle va surpasser les 2 seuls qui ont réussi l'exploit d'avoir 3 médailles d'or, pardon, non, je suis tout mélangé. 3 médailles d'or dans les mêmes jeux. On peut-tu recommencer le 24 minutes en régie, s'il vous plaît? Là, notre chroniqueur a de la misère. Il y a Penny Oleksiak, je pense, qui est dans le 4 nageuse. Penny Oleksiak avait... oui, absolument. Ouais. Elle est là. Elle n'a pas réussi à se qualifier dans les épreuves individuelles, non, par exemple. Mais dans le 4... mais elle est effectivement dans le relais. Bonjour, bienvenue à ce 24 minutes. Alors, les 2 seuls Canadiens, 2 Québécois, Marc Gagnon en courte piste en 2002 et Gaétan Boucher, longue piste en 1984. Très intéressant. On l'encourage, Summer McIntosh. Moi, je la trouve franchement superbe. Sa nage, c'est vraiment beau à voir. Et je vais continuer sur les controverses. Écoute, je pourrais te parler du nageur chinois qui a battu son propre record de 40 centièmes de seconde au 100 mètres, style libre. Et c'est selon un entraîneur américain et ancien nageur, Brett Hawke, absolument impossible. Okay. Donc, ça soulève un peu la question, est-ce qu'il est dopé et tout ça? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Il y a des athlètes, des nageurs chinois qui ont été, disons, qui ont eu des tests positifs dans les dernières années. Lui n'en fait pas partie. Puis, écoute, sa défense est quand même assez solide. Il dit, l'année dernière, j'ai été testé 29 fois. Il n'y a jamais eu de résultats positifs. Entre mai et juillet, 21 fois, jamais de résultats positifs. Et là, on peut peut-être se demander si c'est juste pour tout le monde. La Fédération internationale World Aquatic a dit que les nageurs chinois qui sont à Paris ont été testés en moyenne 21 fois chacun depuis le 1er janvier, contre 6 fois pour les Américains, 5 fois pour les Italiens, 4 fois pour les Australiens, Britanniques et Français. C'est presque discriminatoire, c'est ce que je te dis. Mais il faut dire aussi qu'il y a des nageurs, des athlètes chinois qui ont obtenu un résultat douteux. Positif. À la drogue, oui, je comprends. Exactement. Et le comité antidopage chinois avait dit « Ah, c'est la nourriture de l'hôtel qui a posé ça. » Oui, c'est ça, exactement. Mais les petites sandwichs pas de croûte là, au Marriott, c'est certain que ça doit... Peut-être qu'elles en avaient cette fois-là, puis c'est ça qui a fait la différence. Il faut absolument que je finisse les Jeux olympiques en te parlant de l'Italienne Angelina Carini, qui est une boxeuse qui se bat dans les moins de 66 kilos, et de son, maintenant, j'ai envie de dire, tristement célèbre adversaire, l'Algérienne Iman Khelif. L'Italienne a tout simplement abandonné au bout de, je crois que c'est 46 secondes. Elle a mangé une première pêche dans la poire et elle est tout de suite allée voir son entraîneur en lui disant « Non, c'est impossible, ça fait beaucoup trop mal. » Le truc avec l'Algérienne Iman Khelif, c'est que certains remettent définitivement en doute sa participation. Sa participation complète en raison de son niveau extrêmement élevé de testostérone. Et j'ai lu dans quelques médias aussi que un test chromosomique aurait révélé qu'elle avait un XY, donc... on appelle ça intersexe, là, je pense. Là. C'est pas une transgenre, donc c'est quelqu'un qui est né comme ça, mais effectivement là, avec une partie là, de chromosome masculin. Là, donc, bref, peu importe la désignation là, de cet individu, c'est qu'en fait, elle a un taux de testostérone qui s'apparente davantage à celui d'un homme qu'à celui d'une femme biologique, qui lui donne carrément une musculature là, qui est surdimensionnée par rapport à la moyenne des femmes qui participent à cette compétition. Puis elle avait été écartée de combat là, au championnat du monde Iman Khelif. Là, donc, bon, évidemment, c'est ça à quoi je référais quand je te parlais de X tout à l'heure. Là, c'est comme un tweet sur 2 faisait référence à ça tout à l'heure. Puis
de part et d'autre, on va dire, entre guillemets, du spectre là, politique. Mais même, je dirais, là, encore une fois, des gens que j'associerais plutôt à la gauche étaient un peu énervés, dans des discours un peu féministes. Là, J.K. Rowling, qu'on connaît, là, a fait une sortie en disant, je me rappelle plus le mot qu'elle a utilisé, là, mais que c'était comme un scandale, là, cette affaire-là. Puis pour justement Angela Carini, l'Italienne, qui toute sa vie s'est préparée d'aller... Bon, une fois, je paraphrase, là, mais se battre contre un homme, là, c'était bien injuste. Et encore une fois, donc, elle a refusé de regarder son adversaire. Je te dis, elle a mangé un coup de poing. Après ça, elle est allée dans son coin. Elle est revenue, elle en a mangé un autre. Elle a dit, c'est terminé, j'abandonne. Et quand son adversaire l'arbitre a levé le bras de l'adversaire, confirmé la victoire... Elle a refusé de lui serrer la main. Elle l'a même pas regardé. Elle l'a même pas regardé. Ensuite de ça, ça, elle s'est effondrée au milieu du ring et elle s'est mise à pleurer. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a dénoncé un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité. Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec la décision du CIO de permettre à Mme Khelif de combattre. Je pense que les athlètes, je cite, je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines. C'est intéressant, puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de ça, ou de... Puis tu sais, avec le dopage, avec les thérapies de genre, avec, ces situations-là un peu particulières, mais tu sais, on est parti d'un Jeux olympiques il y a 100 ans où tout ça était très loin de nos préoccupations. Avec aujourd'hui, c'est un peu au cœur de beaucoup de conversations politiques. Et là, ça ramène au cœur de l'activité sportive un débat que... À la limite, le CIO est même pas légitime à trancher. Là, il me semble que c'est socialement et démocratiquement beaucoup plus profond qu'une gang de monsieur, je suppose que c'est le CIO à Genève. Là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là, comme, tout à fait. Bref, c'est embêtant. Mais en même temps, ni d'un côté... Je veux dire, on a souvent dit aussi que tel nageur est né avec une biologie fabuleuse et ça l'avantage. Ben OK, good. Si la biologie... Michael Phelps. On en discutait, je pense, toi et moi. Biologique, là, tu comprends? Il est fait pour nager. Est-ce qu'on devrait l'exclure parce que sa biologie l'avantage? Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, c'est sûr que de mettre ça dans un contexte de combat féministe, puis encore une fois, des questions liées à l'assignation de genre et tout, ça en tout cas, bref, j'ai pas une réponse simple à tout ça, mais... Je crois qu'il y en a une. Il y en a pas. Est-ce qu'il y en a exactement. une? Et puis, tu sais, je pourrais dire, comme, il y a peu de gens que j'ai vu prendre la part de la boxeuse algérienne, mais tu sais, elle doit pas super bien filer non plus. Je veux dire, elle est juste née comme ça. Là. Tu comprends, je faisais comme... Non, mais tu comprends... ça veut-tu dire qu'elle peut faire aucun sport? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que contre les hommes, probablement qu'elle se fait bien casser la gueule. Tu comprends? C'est comme un entre-deux du point de vue de la musculature, là, tu sais, fait que c'est comme tu peux plus faire va jouer aux échecs, tu sais. Mais antérieurement, justement, quand elle a été retirée du tournoi par l'IBA, elle a crié à la conspiration contre l'Algérie. Oui, mais tu sais, encore une fois, elle a aussi légitimement s'est entraînée, là, tu comprends? C'est pas, elle s'est pas levée de son divan puis venir faire de la boxe, tu sais, c'est une boxeuse professionnelle. Et donc là, elle se retrouve un peu clouée au pilori pour son apparence. Bref, on pourrait parler de ça pendant des heures. Tout à fait. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Une nouvelle que, moi, me fait toujours frémir. Une ex-professeure de Laval qui a agressé son élève de 8 ans seulement pendant 17 mois vient de sortir de prison après le tiers de sa peine. La dame de 45 ans, Joanne Lévesque, a purgé sa sentence depuis le mois d'octobre. En gros, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait des cours donnait du tutorat à cet élève-là, à qui elle avait enseigné un peu plus tôt, quand il était en deuxième année. Elle lui donnait des cours elle faisait des cours de tutorat et finalement, elle refusait d'être payée et tout ça. Et ben là, il se passait malheureusement des choses qui ne devraient pas se passer. C'est quand même 17 mois. Le pourquoi je te parle de ça, c'est que, c'est sûr, selon le système de justice, elle a eu un comportement irréprochable en prison, ce qui justifie sa sortie au tiers de sa peine. Ouais. Mais la mère du jeune qui a été agressé, elle est sortie aussi. Et elle a dit « Mon enfant ne comprend pas. Mon enfant a l'impression qu'on lui a menti, que le système lui a menti.
pourquoi est-ce qu'elle écope d'une peine de prison et n'en fait que le tiers? Et là, bien sûr, c'est une ex-professeure de Laval. Le jeune réside à Laval. Elle ne peut pas se rendre dans le quartier où il Bien habite, sûr. mais entre toi et moi, le Carrefour Laval, c'est pas mal au milieu de tout. Et il y a des chances pour qu'à un moment donné, leurs chemins se croisent. Ouais. Alors peut-être que ça soulève une certaine interrogation sur ces choses-là. C'est une drôle d'affaire à la base, puis tu sais, j'ai de la misère à comprendre comment, encore une fois, comme toujours, comment on en vient qu'à abuser d'enfants de cet âge-là, déjà. Après, pour la libération, tu sais, c'est toujours une question un peu complexe. Tu sais, on en a rarement parlé, toi et moi, mais tu sais, pour moi, l'emprisonnement, tu sais, c'est pas une fin en soi, là, tu sais, c'est pas... Pour moi, la question de la sentence, c'est pas punitif. Tu sais, la prison, ça devrait avoir un objectif de remettre les gens le plus rapidement possible sur le droit chemin. Fait que je comprends que quand les gens sortent vite, on comprend pas toujours, mais si on pense qu'elle a aucune chance de récidive, si elle est encadrée, tu sais, pour moi, l'objectif de mettre le plus de gens possible en prison, là, c'est pas quelque chose que je partage. Donc, mais effectivement, comme tu le dis, le fait qu'elle ait des probabilités non nulles de croiser l'enfant, ça me surprend. Là, tu sais, elle aurait pu aller se réinstaller dans une autre ville ou une autre région du Québec. Là, ça aurait, pour l'instant, l'histoire ne dit pas qu'elle ne le fera pas, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Tout savoir en 24 minutes. Je reste dans l'exploitation infantile. Il y a un expert qui est allé en entrevue à TVA Nouvelles. Et lui, il dit qu'il y a une explosion totale de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet depuis 2020. On parle d'une augmentation de 300 à 350 % en France. Ça n'a absolument aucun sens. Et lui, il dit, il se sert un peu de cette donnée-là pour dire aux parents, écoutez, arrêtez de mettre des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Eh oui. C'est accessible à tout le monde. Ça va être repris, ça peut être repris par des personnes qui sont évidemment, tu sais, mettons, non fréquentables, j'oserais dire, en tout cas par moi, et qui font finalement faire des fameux deepfakes. Là, donc, de prendre le visage de votre enfant, de le mettre sur un autre corps et de produire de la pornographie avec ça. Juvénile. Donc, bien entendu, absolument. Donc, lui, il dit, écoutez, arrêtez de faire ça. Je voulais juste te glisser ça comme ça. C'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, puis je t'avouerai que moi-même, on met pas de photos de... Je suis papa, on met pas de photos de notre garçon sur les médias sociaux, mais je vois plein de gens le faire. C'est comme... Ben, lui, on a un sentiment de sécurité dans ces réseaux-là où on est avec nos amis, puis là, on se dit « Ah, ma tante Ginette, elle va voir le bébé, nanana. » Puis... Ben, même quand le profil, est barré pour le public et tout ça, même quand le profil est privé... Les hackers. Non, mais c'est ça que je te dis, là. On a le sentiment de sécurité. J'ai pas dit qu'on y était, là. Non, c'est ça. Au contraire, là, effectivement, j'incite vraiment les gens. Puis même, à la limite, enlevez-les. S'il y en a déjà, enlevez les photos de vos enfants. Honnêtement, je comprends que ça amène des likes, là, mais c'est souvent ça, la paye, hein, mais malheureusement, comme tu dis, ça peut permettre une victimisation puis de l'abus qui est vraiment terrible. Tout savoir en 24 minutes. Hydro-Québec va augmenter ses tarifs, en tout cas espère augmenter ses tarifs. Il a demandé des hausses de 3 % pour la clientèle résidentielle, 3,9 % pour la clientèle commerciale, 3,3 % pour les grands clients industriels. Ce serait normalement, si c'est accepté comme demandé à la Régie de l'énergie, ça tomberait effectif le 1er avril 2025. En gros, pour les gens un peu, là, je sais que toi, l'économiste, en toi, tu as déjà tout fait ce calcul-là dans ta tête, mais les gens qui nous écoutent, 3 % là, ça correspond à peu près à 2,40 pour un logement de plus par mois, 4,50 pour une petite maison, puis 6 une maison de taille moyenne, 7,40 pour une grande maison. Fait que, est-ce que ça va être accepté comme tel? Je fais des calculs dans ma tête en t'écoutant. Est-ce que ça va être accepté comme tel? Point d'interrogation. Depuis 2019, Hydro-Québec n'a plus à demander à la Régie de l'énergie à chaque année s'il peut augmenter ses tarifs. Donc, il y a juste à le faire une fois aux 5 ans.
OK. Donc, c'est là qu'on est rendu. Très bien. On va savoir. Moi, je l'ai déjà dit, mais moi, honnêtement, je sais que je me ferai pas d'amis avec ça, mais je considère que, comme des pays un peu république de bananes, le style Venezuela, là, on a une ressource. Le Venezuela, c'est du pétrole. Nous, c'est de l'hydroélectricité propre, abondante, renouvelable. Et comme le Venezuela, on dompe cette énergie-là sur nous-mêmes. On se la donne quasi gratuitement. C'est 3% d'augmentation sur un tarif à 7 cents du kilowattheure. Comme tu dis, pour un logement, une augmentation de 2 piastres par année, ça nous incite... 2 piastres par mois. Par mois, mais ça nous incite pas à faire attention à la quantité d'énergie qu'on consomme. Je sais que c'est compliqué peut-être pour certaines catégories de personnes ou pour certains citoyens du Québec, mais c'est pas si compliqué de baisser entre 6h et 9h, entre 4h et 8h, si vous avez une auto électrique, de la charger la nuit, de remplacer votre four par un air fryer. Il y a plein de petites affaires de même qu'on peut faire qui permettent éventuellement de diminuer la quantité de kilowattheures qu'on consomme par personne. Puis le Québec est le champion de toute catégorie, by the way, là, en termes de consommation énergique par habitant. Fait que on est vraiment des cancres. Puis une des raisons, c'est que l'énergie est vraiment pas chère chez nous. Fait que moi, 3%, à la limite, je trouve ça insuffisant. Mais à chaque fois que je dis ça, il me lance des tomates. Là, mais j'espère qu'on va l'augmenter de 3% pour les 50 prochaines années. Puis graduellement, on va arriver à des tarifs un peu plus normaux pour l'électricité. Puis justement, que ça va inciter les gens à changer les fenêtres, à fermer la fenêtre, à peut-être pas mettre de la clim à 18 degrés quand il fait chaud dehors, puis vivre un petit peu plus en lien avec, je sais pas, là, le fait que c'est une quantité limitée, l'énergie au Québec. Puis oui, on a des nouveaux projets, mais bref, encore une fois, moi, je suis assez radical là-dessus. Là. J'ai déjà dit, je sais pas où, qu'il fallait doubler les prix de l'électricité au Québec. Ça rien de moins. Il y avait des grosses tomates qui avaient été lancées cette fois-là, mais tu comprends là où je c'est vais le en panier venir. au complet là, que tu as reçu. C'est le panier d'épicerie avec le métal. Mais tu comprends là où je veux en venir. Et parce qu'en plus, d'une autre façon, cet argent-là nous revient. Là, si on charge plus cher d'électricité, ben, c'est plus de profit, c'est plus d'argent pour l'État. Ça pourrait éventuellement permettre de nous charger moins d'impôts puis moins cher pour d'autres services. Donc, pour moi, quand tu as un bien comme ça qui est en forte demande, qui est rare sur la planète, puis que tu le garoches dans le vide, je trouve ça un grand gaspillage, dans une certaine mesure, notre politique de l'énergie. Actualité. Bon, j'ai envie de te dire bonne chance quand tu vas sortir. Ouais, c'est ça. Vas-y. Écoute, il y a deux choses, là, il nous reste que 2 minutes. Ouais. Il y a deux choses que je vais absolument te parler, je vais les faire en rafale. Ouais. Premièrement, quand le chef du Hamas a été tué par un engin explosif, moi, j'ai tout de suite pensé que c'était un avion qui avait violé l'espace aérien, un missile, quelque chose comme ça. Eh bien, non. C'est une bombe qui a été cachée dans la maison 2 mois avant. Donc, c'était plus que prémédité, là. Ça veut dire ça que... écoute, je m'en allais dire Israël. Israël n'a pas ni confirmé ni infirmé que c'était lui qui était derrière ça. Bon. Alors... C'était pas moi. C'était pas moi non Ni plus. toi. Alors, la personne... Ça fait nous deux, c'est pas nous deux. Ça pourrait être encore Israël. Ça ils se sont pas éliminés. Si on procède par déduction. Ben, écoute, en gros, ce qui s'est produit, c'est qu'ils auraient découvert un échec... ils ont découvert une brèche dans la sécurité de l'Iran qui est qualifiée maintenant d'échec catastrophique du renseignement et de la sécurité pour l'Iran. Un énorme embarras pour les gardiens. Quand même. J'ai envie de te dire que le Mossad a été aussi mis dans l'embarras le 7 octobre. Oui, ben oui. Donc... Il se venge. Oui, quand même. Ouais. Bref, moi, j'ai trouvé ça quand même assez fascinant. Puis en plus de ça, c'est qu'ils ont... Tu sais, cet homme-là, Ismaël Haniyeh, il habitait au Qatar. Alors, pourquoi frapper en Iran? C'était sa maison, je pense. C'était une maison qui lui appartenait. Là. C'est ce que j'ai lu. Oui, mais c'est en Iran. Oui, mais en Iran, mais tu sais, comme il y a des gens qui ont un chalet en Floride. Là, c'est déjà extrêmement tendu en Iran, entre Israël et l'Iran. Pourquoi attendre qu'ils se rendent en Iran? En tout cas, eux autres, ils avaient certainement leur raison.
Ouais, en même ceux temps, qui de ont fait bombarder ça. le Qatar, mon gars, ça aurait pas été bon pour... Tu sais, le Qatar est plutôt neutre là, par rapport à Israël. C'est presque un allié. Là. Bon, ça reste un pays davantage islamique, mais tu sais, je pense pas que ça aurait été très bien vu qu'il fasse exploser quelque chose au Qatar, alors que là, ben, ils se mettent un peu en danger, Israël. Là, tu sais, ça pourrait enflammer davantage encore la région. Mais je pense que c'était peut-être stratégique, ou peut-être que, encore une fois, là, on tergiverse, mais peut-être que la propriété de ce monsieur Agnier au Qatar était moins accessible que celle en Iran. J'ai même lu à quelque part que c'est peut-être que ça arrangeait les Iraniens tout ça, là, que c'était pratiquement impossible que ça a été fait sans un peu leur aide, peut-être. Mais bon, écoute, il peut se passer des affaires dans les réseaux souterrains qu'on ignore complètement, mais... Certainement, même, je te dirais. Certainement. Je fais ça extrêmement rapidement parce que là, on déborde. L'Argentine va utiliser l'intelligence artificielle pour prédire de futurs crimes. Je trouve ça absolument incroyable. Tous les caméras, ils vont fonctionner avec des drones et tout ça. Ils vont analyser l'information visuelle. Ils vont fouiller les réseaux sociaux pour trouver des concordances de visages avec des criminels recherchés, des choses comme ça. En bout de ligne, c'est comme si le pays mettait un gros bol d'intelligence artificielle au-dessus du pays et que tout le monde dedans est sous observation. On va demander à l'ami Félix Séguin ce qu'il en pense de tout ça. Je serais bien ravi de l'entendre là, sur la prédiction du crime plutôt que les crimes qu'on connaît déjà. C'est écoute, pour un autre segment, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Tout le monde est vérifié à ce moment-là. Hein, c'est comme dans Minority Report. Exactement, de Tom Cruise. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te débarquer puis t'arrêter parce que dans ta tête, dans 20 ans, tu vas faire un assassinat. Ou peut-être que tu mangeras pas de tomates à l'extérieur parce que la personne va tous les lanceurs arrêté. de tomates, tu vois, c'est pas mon bien-être, tout ça. André-Sylvain Latour, résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Yeah!